Salut les petits tofu, c'est Zera et aujourd'hui on se retrouve dans une critique des épisodes spéciaux de Wakfu. Et avant de commencer, je tiens juste à vous préciser que la suite de ma web-série sur Wakfu reprendra donc, comme vous vous en doutez, en juillet. Si vous n'avez pas vu ma vidéo Future of Zera, je vous invite à aller la visionner pour avoir plus de détails là-dessus. Et pendant ce temps, nous allons nous attaquer aux OAV de Wakfu. Comme d'habitude, nous allons parler de l'animation, puis des musiques et enfin du scénario, si on peut appeler ça le scénario. Enfin, vous allez voir. Commençons donc avec l'animation. Contrairement aux deux saisons précédentes, cette fois-ci le style du dessin a changé. Ils ont repris le même style d'animation que celui de la série Dofus, et personnellement je trouve qu'il ne colle pas trop à la série Wakfu. Je me souviens lors de mon premier visionnage, j'ai dû attendre jusqu'à l'épisode spécial numéro 3 pour m'habituer à ce nouveau style graphique. Et pour cette critique, quand j'ai revisionné les épisodes spéciaux, je ne me suis pas du tout habitué au nouveau style graphique. Notamment parce que je me concentrais sur les points que je devais aborder pour ma critique. Bon après le style d'animation reste très joli, mais je trouve que pour la série Wakfu ça ne colle pas vraiment et ça perd un peu de son charme. On a eu droit à des scènes épiques et super bien réalisées, mais si on avait eu l'ancien style d'animation, je suis sûr qu'elles auraient été sublimes. Et du coup je regrette un peu ce changement. Mais enfin, passons à la musique. Alors là, les musiques des OAV, il n'y a rien à redire, ils sont magiques, épiques et tout ce que vous voulez en hic. Bon, peut-être pas tout, mais voilà. Les musiques sont grandioses et notamment celle du combat face à Ogress. Là, cette musique elle te prend par les tripes. Je n'ai peut-être pas réussi à rentrer totalement dans les OAV à cause du style d'animation, mais là cette musique elle a réussi à me faire rentrer dans l'action et c'est juste dingue. Et ça montre à quel point les musiques sont hyper importantes dans un projet d'animation parce qu'elles te font vivre les scènes et c'est juste génial. J'ai adoré toutes les musiques des OAV et je les écouterais en boucle si je le pouvais. Mais bon, passons quand même à la plus grosse partie, le scénario. Alors tout à l'heure j'ai dit qu'on ne pouvait pas appeler ça le scénario car on ne va pas parler que de ça. Ce qu'il faut savoir c'est que ces épisodes spéciaux ne font que du fanservice, ou du moins le fanservice est omniprésent, ce qui se fait ressentir sur le scénario. Souvent quand on parle du fanservice on a une vision assez péjorative de la chose, alors que ça peut être aussi quelque chose de très positif si c'est bien géré. Cependant dans ces OAV ça n'a pas toujours été bien géré et on va voir ça ensemble. Alors commençons avec le premier épisode. Il est rempli de références à Nox pour faire plaisir aux fans de la première heure. Mais même le scénario du premier épisode est une copie de la saison 1. On a un Xelor qui cherche à percer les mystères du Wakfu à travers un artefact héliatrope et afin de réaliser son rêve il doit s'en prendre au royaume Sedida. Bon là je vous ai résumé grossièrement le truc mais c'est la même chose. J'ai beau être un grand fan de Nox, je trouve quand même qu'il y a trop de références à ce personnage. Dans la saison 2 il n'y avait presque aucune référence à ce personnage alors qu'ils auraient dû en faire. Et là, en un seul épisode, c'est bourré de références et de clins d'œil à ce personnage, et c'est peut-être un peu trop justement. De ce fait, Harbour devient une sorte de Nox Echo+, ce qui fait qu'il ne nous marque pas vraiment, on pense plus à Nox qu'à Harbour. Et au final, on revoit la même histoire mais maniée différemment, ce qui est dommage. Parce qu'Harbour, il a un certain passif dans l'histoire du monde des 12. Et le traitement qu'il a reçu dans les OAV, je ne le trouve pas aussi intéressant que le traitement qu'il a reçu dans les jeux. Déjà, à la base, le comte Harbour, il a plus une allure de paysan que de roi charismatique. Et il est censé être complètement givré, le gars, il a un petit côté folie comme Nox, voire même pire que Nox, je dirais. Et là, c'est un gars très calme, sérieux et charismatique, tout l'inverse du vrai comte Harbour. Bon, le vrai comte Harbour est aussi charismatique, mais pas de la même manière. Dans les OAV, quand tu le vois, il dégage un certain charisme qui te met en confiance. Alors qu'en vrai, il est charismatique, mais pour un méchant. C'est-à-dire que quand tu le vois, tu sais qu'il vaut mieux pas rester dans le coin si tu veux pas attraper un coup de froid. Ils sont complètement différents, que ce soit dans leur apparence physique ou dans leur personnalité. T'en as un qui a complètement pété un plomb et t'as l'autre qui est calme et réfléchi. L'exact opposé de son alter ego dans les jeux. Et je n'ai pas compris ce choix de changer l'identité de ce personnage. Le vrai comte, il aurait demandé la main d'Amalia afin d'attirer la confrérie du tofu dans sa tour pour demander à Yugo comment utiliser les Dofus héliatropes. Ou plutôt obliger Yugo à utiliser les Dofus héliatropes. Le mariage n'aurait été qu'un prétexte pour les piéger. Alors que là, dans les OAV, on dirait qu'il s'intéresse bien plus au mariage qu'aux Dofus. Et vous me direz que peut-être Amalia ne voudrait pas l'épouser s'il n'était pas charismatique. Mais en fait, si, elle n'avait pas le choix puisque c'était un mariage arrangé pour sauver son royaume. Donc même s'il était complètement givré avec une allure de paysan, elle aurait quand même épousé. On dirait vraiment un autre comte Harbour. Ça me surprendrait même pas que l'on apprenne plus tard qu'en fait c'est le fils de l'ancien comte Harbour. Puisque comte c'est un titre et Harbour c'est un nom de famille, il n'aurait juste pas le même prénom. Bon, je précise que c'est juste une théorie que je balance comme ça et qui est complètement fausse, mais au moins ça aurait le mérite d'expliquer pourquoi ils sont si différents. Je suis vraiment déçu du traitement d'Harbour dans les OAV, car s'ils avaient mis sa vraie personnalité, l'épisode aurait été magique, mais là c'est un peu décevant. Après, je pense que ceux qui ne connaissaient pas le comte Harbour avant les OAV ont dû apprécier le personnage, puisque globalement ça reste un bon méchant. Mais c'est clairement un mauvais Harbour, et j'espère que dans la saison 3 il restera dans son glaçon. Ou s'il en ressort que son séjour dans la glace l'a rendu complètement givré comme il est censé l'être. Il y a un moment dans le combat Harbour-Yugo où il se met à rire et on a un peu cette sensation de folie. J'ai adoré ce passage et je pensais même que c'était la vraie personnalité du comte Harbour qui était revenue. Et genre, avant il ne jouait que la comédie pour endoctriner tout le monde. Or, 2 minutes après, il reprend son rôle de gars normal. Car au final, cet Harbour est juste normal et c'est bien là tout le problème. Sans oublier qu'après il se fait juste humilier par Amalia et ça c'est vraiment décevant. Alors oui, Amalia est super forte, on peut le voir dans le manga Wakfu, contrairement à l'anime, elle est hyper puissante. Mais battre Harbour aussi facilement, faut pas exagérer non plus. C'est comme si le roi Sedida avait attrapé Nox avec une ronce et en 3 mouvements il avait mis KO. Enfin, Harbour n'est
pas le seul à être une incompréhension totale. Yugo aussi il a un certain niveau de nullité. Quand Harbour tire un rayon de glace sur Yugo, il crée un bouclier de Wakfu pour dévier l'attaque, ce qui l'épuise et il tombe de fatigue. Et moi quand j'ai vu cette scène, je me suis dit, mais pourquoi il a pas juste fait un portail pour absorber le rayon et le rebalancer sur Harbour? Genre le truc qu'il a fait dans la saison 1 face au Thor. À croire qu'en vieillissant les héliotropes deviennent débiles. Mais bon, passons. Car il reste encore un petit truc incompréhensible dans ce premier épisode. Les chevaliers ténèbres, flammes, gouttes, etc. Quelqu'un peut me dire à quoi ils servent? Non, parce qu'ils sont juste inutiles au scénario, on peut les remplacer par n'importe quel garde random. Et c'est là tout le problème, si on peut changer un personnage sans que ça en affecte le scénario, ça ne va pas. Ces chevaliers, c'est l'exemple parfait du fanservice mal utilisé, ils n'ont aucune raison d'être là. Quitte à faire du fanservice, autant mettre des personnages qui sont utiles comme Mrs. Freeze ou Silarg. Ils ont toujours été aux côtés d'Harbour, donc les voir dans la tour n'aurait pas été surprenant. Sans oublier que Silarg est un mécano, donc il aurait pu facilement créer toute la machinerie d'Harbour. Et du coup ça rendait le scénario cohérent tout en faisant du bon fanservice. Alors que là, avec les chevaliers, on comprend pas vraiment ce qu'ils font là. Donc voilà concernant le premier épisode, mais par chance les deux suivants ça va un peu mieux. Dans le deuxième épisode, on voit Kerubim et Hachan. Là encore c'est du fanservice, mais cette fois c'est bien utilisé. Ça sert le scénario puisque ce sont les seuls qui peuvent ouvrir un portail vers la dimension Ekaflip où sont cachés les deux derniers Dofus Héliotropes. Comme quoi c'est la preuve que le fanservice peut aider le scénar sans que ce soit forcé. Après il y a quand même un petit problème avec cet épisode 2, c'est l'équipe de Hush. Bon déjà il y a Remington Smith, mais lui c'est tout à fait cohérent qu'il soit là puisqu'il a un certain passif avec Hush, et s'il est à ses côtés c'est pour obtenir quelque chose en échange. Je ne dirai pas de quoi il s'agit pour ceux qui n'ont pas lu le livre sur Remington. Par contre les deux autres, Maskman et Percival, c'est déjà un peu plus galère. Pour Maskman, on peut toujours dire que Remington a conseillé Hush de contrôler Maskman car c'est un bon guerrier, puisque Remy et Maskman se connaissent depuis très longtemps et ne s'apprécient pas. Ainsi ça permettait à Remington de se débarrasser de son ennemi en le livrant à Hush. Mais ce qui est dommage c'est de ne pas avoir eu une petite scène de 30 secondes après la fin du combat, quand la Pépus se sépare de Maskman. On aurait pu voir Remington et Maskman se chamailler comme ils en ont l'habitude, et après on les verrait en second plan en train de se battre pendant le dialogue des personnages principaux. Ça aurait pu introduire Maskman de manière logique, car elle aurait pu dire que tout ça c'est à cause de Remington qui l'a livré à Hush, ou un truc du genre, plutôt que d'en faire une marionnette qui vient se battre et qui repart aussitôt qu'il est venu, ce qui est aussi le cas de Percival. Pour le coup lui je n'ai pas trouvé de raison potentielle à sa présence dans l'équipe de Hush, donc c'est un peu dommage, car c'est juste des fanservice pour dire regardez les gars, il y a Maskman et Percival à l'écran. Ouais mais bon au final ils ne servent pas à grand chose tout comme les chevaliers d'Harbour. Donc pour les fans de ces personnages là c'est un peu décevant car ils n'ont pas servi au scénario, puisqu'encore une fois on aurait pu les remplacer par n'importe quel personnage. Et pour terminer cette critique, parlons du dernier épisode. Alors déjà il commence super bien avec le désaccord entre Yugo et Adamai, puis leur affrontement il est juste génial. Il ne dure pas très longtemps mais finalement il est tellement bien écrit qu'on est obligé d'adorer. Et après on a l'affrontement titanesque avec Ogrest et cette musique qui nous transporte pendant le combat et ça c'est juste génial. Je regrette juste un petit truc peut-être dans ce combat, c'est de ne pas avoir eu un vrai affrontement entre Yugo et Ogrest. Même s'il y avait une bonne raison, en tant que fan on aurait bien voulu voir l'affrontement des 12 Dofus. En plus ils étaient dans l'espace donc on aurait pu faire un affrontement vraiment épique. Mais bon, je peux comprendre qu'ils ne l'ont pas fait. Parlons quand même du vrai problème de cet épisode 3 parce que oui, encore une fois, ce n'est pas parfait malheureusement. Cette fois, ce qui me dérange, c'est le traitement d'Ogrest. À la fin du combat, il redevient la petite créature verte toute kawaii qu'il était autrefois. Alors certes, dans le manga Ogrest, ils expliquent que ce sont les Dofus qui lui donnent cette apparence monstrueuse. Et je trouve que c'est une très bonne explication. Mais ce n'est pas une raison pour le faire redevenir un enfant. Il y a quand même plusieurs siècles qui ont passé, il aurait pu devenir adulte une fois les Dofus retirés, non? Là, le type il grandit encore moins vite que Yugo, c'est alarmant. Mais le pire dans cette histoire, c'est que ça ridiculise Ogrest. Ogrest, c'est la créature surpuissante, invincible, qui a surpassé les dieux et qui a même reformé le monde. La créature que tout joueur de Wakfu rêvait d'affronter et vous la transformez en petite créature verte. Je ne suis pas du tout de l'avis des joueurs qui disent qu'Ogrest aurait dû être vaincu dans le MMO Wakfu. On savait déjà qu'on ne pourrait pas le vaincre à la fin de la première saison de Wakfu de toute manière, puisque dans l'épisode 26 on voit Ogrest. Or la saison 1 se passe 10 ans après les événements du MMO, donc notre personnage ne l'a pas vaincu. De plus ça aurait donné quoi? On aurait vu un Krat tirer une flèche de recul sur l'ogre et il serait tombé de la montagne. Du moins c'est ce qui se serait passé si mon Krat de ma websérie Dofus avait réussi son coup. Donc le voir perdre en animé pour rendre ce moment bien plus intense, ce n'est que mieux. Mais ce n'est pas du tout une raison pour le ridiculiser à ce point. Je veux dire, même dans la suite de l'épisode spécial, on voit ce problème. Quand nos héros reviennent au royaume Sedida avec Ogrest, Armand prend peur et ordonne aux gardes d'arrêter Ogrest. Et là, on voit quoi? Le grand et le terrifiant Ogrest prêt à pleurer devant 3 malheureux buissons. Merci d'avoir détruit la légende d'Ogrest, les gars. Vraiment, merci. Non mais imaginez dans la saison 1, à la fin, Nox, à la place de remonter le temps de tout le Cosmos de 20 minutes, il aurait remonté le temps seulement sur son corps et du coup on aurait vu un Nox enfant. En mode... Oh merde, ça a pas marché. Ils auraient détruit à tout jamais le charisme du personnage. Et là, avec Ogrest, c'est ce qu'ils ont fait. Ils auraient dû envoyer Ogrest dans la choucroute en même temps que le monstre Nitz, et ainsi l'enfermer à jamais, ou alors il serait mort dans l'explosion. Et ainsi on aurait pu avoir une fin à la hauteur de cet ennemi, sans oublier une fin assez triste pour Otomei qui n'aurait pas réussi à ramener son fils et à se faire pardonner. Sans parler du fait qu'il serait mort en même temps qu'Ogrest du coup. Et on aurait pu avoir une fin à la hauteur d'Ankama comme ils en ont l'habitude d'en faire. J'ai beau avoir critiqué la saison 2, le fait d'enfermer Kilby et tout le choix moral que ça engendre, c'est énorme. C'est pas juste un happy end. Pareil pour Nox et sa famille
fin tragique, ou même le film Dofus qui a un petit côté poignant. Là dans les OAV on a juste le cliffhanger d'Adamai. Donc au final tout ça c'est pour dire qu'Adamai il n'est pas content, et Ogress qui a été vaincu ça on s'en cogne. Non je suis désolé, Ogress il aurait dû mourir ou être enfermé dans la choucroute ou un truc du genre, car là on détruit un mythe et c'est vraiment dommage. C'était le méchant de l'ère du Wakfu et ils l'ont ridiculisé. Et maintenant j'ai peur de voir ce qu'ils vont en faire, très honnêtement. Donc je suis forcément déçu du dénouement des épisodes spéciaux. Autant on a de très belles scènes d'action portées par des musiques vraiment épiques et une animation qui reste quand même assez belle, mais le scénario lui il croule sous des incompréhensions scénaristiques. Et ce n'est pas de l'incohérence mais bien de l'incompréhension. Pourquoi Harbour il est comme ça, pourquoi ces personnages ils sont là, pourquoi la créature la plus puissante du Cosmos devient une peluche verte? Va savoir, c'est la magie du Cosmos. Mais bon, même si tous ces choix sont incompréhensibles, je suis toujours là à attendre la suite. Je sais pas comment ils font mais ils sont très forts. Donc au final je suis quand même assez déçu par la tournure des événements dans ces OAV. Ça reste de très bons divertissements que je re-regarderai avec plaisir, mais scénaristiquement je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose de bien mieux. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces épisodes spéciaux. Sur ce je vous dis à très bientôt les petits tofu, la prochaine critique sera sur l'anime Dofus, en attendant n'hésitez pas à vous abonner et me suivre sur les réseaux sociaux. Bye.